voix du livre en haut de la pile. Bienvenue dans En haut de la pile, la dernière rubrique du podcast de Livre Hebdo, Les Voix du livre, spéciale rentrée 2025. Cui de Juliette Drouhard, Carne d'Esther Teilhard, 2 premiers romans, Après de Raphaël Meltz et Il suffit d'écouter les femmes par Léa Weinstein. C'est notre palmarès, les voix du livre du mois de janvier. Autour de moi, 2 critiques phares de Livre Hebdo, Marie Fouquet, aussi critique à Télérama. Bonjour Marie. Bonjour Lorraine. Et Sean Rose, l'inénarrable. Bonjour Sean. Bonjour. Et on accueille à notre table une invitée spéciale, Blandine Fauré. Bonjour Blandine. Bonjour Lorraine. Tu es programmatrice du festival littéraire Effraction qui se tient habituellement au Centre Pompidou mais qui pour la première fois cette année se déroule à la Gaîté Lyrique. C'est une édition un peu spéciale. Est-ce que tu peux nous en parler ? Effectivement, ce sera la 6e édition du festival Effraction, mais compte tenu de la fermeture progressive des espaces du Centre Pompidou, on va cette année se délocaliser à la Gaîté Lyrique et on en est ravis. Alors, la plupart des événements se passeront à la Gaîté Lyrique, mais il y aura quand même un certain nombre de choses qui se passeront encore à la bibliothèque qui ne sera pas encore fermée. Donc, on aura des grands entretiens, notamment avec Lola Lafont, avec Vanessa Springora, avec Malice de Kerangal, un grand entretien aussi autour de Fabrice Arfi. On aura des rencontres croisées, notamment avec Julia Deck et Gabrielle Azalapi, avec Justin Morin et Mathieu Palin, et aussi des performances, des lectures le soir, par exemple avec D de Cabal, avec Raphaël Meltz, dont on parlera aussi, et puis Selima Atala Chetaoui, par exemple. Et puis je vous invite à aller sur notre site internet effraction.bpi.fr. Ça donne très envie. Merci Blandine. Rendez-vous du 12 au 16 février et c'est gratuit. Tout à fait. Tu gardes la parole. Tu as eu un coup de foudre pour un roman. Tout à fait, ouais. C'est un roman de Raphaël Meltz qui paraît au Tripode, qui s'appelle Après. Alors dans ce livre, tout commence de façon un peu tragique par la mort d'un père de famille, un accident à vélo, un accident un peu bête mais qui lui est fatal. Et puis la narration va épouser le point de vue du mort qui s'appelle Lucas et on va être avec lui, on va passer de l'autre côté dans cet après qui est donc le titre du livre. On va sentir, voir avec lui parce que bien que mort et absent au milieu de ses proches, il ressent tout avec une acuité assez absolue et donc on va le suivre. Et ce qu'on voit avec lui, c'est d'abord le chagrin immense de ses proches, de sa femme, de ses 2 enfants, ce que ça crée en eux, ce que ça crée aussi entre eux dans cette cellule familiale meurtrie. Et puis surtout, comme je le disais, c'est vraiment un voyage sensoriel. C'est-à-dire que sans être là, Lucas continue à voir, à sentir les odeurs de la chevelure de sa femme. Le simple goût du café donne lieu à des très très belles descriptions portées par une très belle écriture de Raphaël Meltz. Donc moi, c'est un texte qui m'a énormément plu, qui est un texte à la fois sur le deuil, sur la puissance et la fragilité des liens familiaux. Et c'est un texte que je vous recommande parce que je trouve qu'il fait encore plus aimer la vie. Et ça, je trouve que c'est quand même très très fort. Et Raphaël Meltz, c'est un auteur étonnant parce qu'il se diversifie énormément. Il avait reçu le prix spécial du jury au Festival d'Angoulême pour une BD qui s'appelait Des Vivants en 2022. Tout à fait, mais je crois qu'il a une œuvre très très diverse et moi je vais vous avouer que c'est le premier texte que je lis de lui. Alors je sais qu'il a publié aussi sous pseudonyme, puis je crois qu'il a un travail vraiment... il a publié aussi des essais. Il est assez polygraphe. Il faisait une excellente revue qui s'appelle Air de réel et ça me donne vraiment envie de lire ce livre. J'aime beaucoup les prosopopées. On parle comme ça de manière sensorielle et là ça me donne d'autant plus envie de lire que je voudrais le découvrir, le redécouvrir vu qu'il était à mon goût un peu trop cérébral étant très intelligent. Après de Raphaël Meltz, c'est au Tripode, parution le 16 janvier 2025. Merci Blandine. Marie, c'est à toi, tu nous parles d'un premier roman. Oui, un premier roman qui s'appelle Cui, qui est écrit donc par un auteur qu'on connaît déjà, Juliette Drouhard, qui a écrit 2 livres, Sortir de l'hétérosexualité chez Binge, et qui a participé aussi à un ouvrage collectif qui s'appelle La culture de l'inceste, au Seuil, qui est sorti en 2022, qui est un texte incroyable. Il l'a co-dirigé avec Iris Bray. Ouais. C'était un livre vraiment très très fort. Très très fort, c'est ça, avec aussi d'autres plumes
Ovidie, Wendy Delorme, Tal, Peter Brodt, Merckx. Qui depuis s'est donné la mort d'ailleurs, et qui a écrit un très bon texte qui en fait a été repris par un collectif d'amis qui s'appelle La domination oubliée, sur les rapports justement adultes-enfants. En l'occurrence, Cui Cui, c'est un roman donc qui met en scène un jeune narrateur Riz. On ne sait pas trop, parce que si on sait que ce narrateur se sent lui garçon, mais il est perçu à l'extérieur comme une fille, et donc il est au collège, et en fait on est dans un futur proche dans lequel on tente d'impliquer les enfants dans la chose politique. Et parallèlement à ça, il y a des intervenantes d'un collectif qui s'appelle Transpédéguine, qui existe, qui viennent visiter comme ça les classes et parler des agressions sexuelles, des violences sexuelles que les élèves peuvent subir, et notamment justement l'inceste. Et en fait, ça va révéler chez le narrateur les problèmes qu'il subit lui-même chez lui. Du coup, là, Juliette Drouard met en scène dans une fiction des problématiques autour du coup des violences vécues par les enfants. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que toutes les réactions, c'est-à-dire les réactions des professeurs, les réactions des institutions, et les façons dont en fait ces personnes, les institutions, les professeurs vont être obligés de se remettre en question, réfléchir aux manières d'interagir et de soigner ces enfances abîmées par ce qui leur arrive, et donc comment éviter aussi de faire des maladresses, etc. Bref, tout ça en fait ça s'inscrit aussi dans des réflexions contemporaines autour du fait de politiser l'enfance. C'est-à-dire aussi, il y a cette idée aussi de l'infant, c'est celui qui ne parle pas. Donc étymologiquement, c'est ça ce que ça veut dire. Donc comment redonner la parole aux enfants pour en fait qu'ils s'assument aussi et qu'ils soient conscients de ce qu'ils vivent, qu'ils soient pas dans cette dissociation en fait qu'on repère souvent chez les victimes d'inceste ou d'agression. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on a quand même aussi de plus en plus de récits et de non-fiction d'ailleurs autour de ces questions de domination oubliée et d'inceste. Notamment là, à la rentrée, un très beau livre, qui est une sorte de manifeste d'ailleurs de D. de Cabal, qui sort au Diable Vauvert, qui s'appelle Ma honte. Et ça, c'est un récit autobiographique complètement assumé de l'auteur qui raconte son inceste et qui souligne le temps que ça lui a pris aussi pour comprendre qu'il en avait été victime. Il revient sur la façon dont les victimes d'inceste sont stéréotypées, notamment quand elles parlent des années après, en disant comme si on les soupçonnait soit de mentir, soit de se réveiller d'un coup pour trouver un coupable à leur mal-être au présent, sauf qu'en fait voilà, ça prend du temps. Et en fait c'est assez génial d'avoir aussi le récit et le point de vue d'un homme complètement cis, qui est perçu comme tel complètement, qui est dans le rap, dans le milieu de la musique, un truc super masculin, etc., et qui en fait lui-même délivre la parole, et que ça va pouvoir peut-être aussi offrir la possibilité à d'autres personnes de pouvoir aussi libérer leur parole. Merci Marie. Blandine, je crois que tu organises justement des rencontres autour de ce thème à Effraction. Oui, moi j'ai lu les deux textes, et effectivement ça soulève des questions extrêmement intéressantes, et donc c'était pas télescopé, mais on les reçoit tous les deux en dialogue. Alors D. de Cabal va faire... en dialogue. Alors, en dialogue aussi avec une autre autrice, Marika Mathieu, qui va sortir en février, je crois, chez Studio Fax, un livre qui est vraiment justement entre réel et fiction, sur une affaire de pédophilie avec un médecin qui s'appelle Joël Le Squarneck. Et elle livre une enquête passionnante et terrifiante sur aussi tout simplement l'impunité. Son livre s'appelle L'impunité, parce que tout le monde savait plus ou moins, et qu'il a quand même continué ses crimes envers plus de 200 enfants. Elle y mêle aussi de la fiction, parce qu'elle s'immerge en fait dans les personnages qui côtoyaient cet homme. Mais donc, elle sera en discussion également avec Juliette Drouard et avec D. de Cabal. Et D. de Cabal fera une performance rap autour de son texte. Juliette Drouard, Cui Cui, c'est au Seuil le 3 janvier, et D. de Cabal, Ma honte, au Diable Vauvert le 16 janvier. Sean, on t'écoute, tu as fait une trouvaille de primo-romancière. Oui, alors moi j'ai trouvé Esther Teilhard, Carne, chez Pauvert. C'est une langue extraordinaire, c'est une jeune femme donc qui doit avoir la vingtaine, elle va à Cergy, elle vient de Marseille, elle en avait un peu marre de la violence de Marseille. Elle était confrontée à ce machisme ambiant, il faut bien le dire, de cette ville méditerranéenne qu'est Marseille. Et elle en a un peu marre parce que cette violence-là, elle la vit, disons, tout le temps, parce que sa mère est procureure et donc laissait traîner des dossiers de viol quand elle était petite. Donc, en fait,
Elle se dit, je vais aller à Paris, je suis artiste. Là, elle rencontre une autre forme de violence qui est plus sourde. Donc, les Beaux-Arts de Cergy, on ne demande pas quel est ton prénom, mais quel est ton pronom. C'est il, elle, yel. Donc, elle se rend compte que le désir n'est pas vraiment du désir, que les gens qui se disent fluides couchent avec des trans pour être branchés, pas vraiment parce qu'ils ont du désir. D'ailleurs, ce désir étant tellement labile et tellement changeant grâce aux applications, grâce au fait que... En fait, il y a une espèce finalement de critique sourde, un peu post-MeToo. Ça devient plus sourd parce qu'il y a en fait une forme de consommation aussi de libéralisme sexuel qui se passe par les applications, qu'il n'y a aucun désir finalement, on veut être branché, donc on est conformiste. Donc comme en fait un coup chasse l'autre, si je puis dire, c'est swipe. Donc en fait, c'est très intéressant. Mais il y a toute cette histoire de violence, et la plus grande violence, c'est une violence finalement aussi sexuelle et sociale, parce que même dans ce milieu très branché, elle va à Paris, dans les vernissages contemporains, c'est finalement la vraie violence qui existe encore à l'ancienne. C'est ces putes chinoises de Belleville qui sont invisibilisées. Et donc en fait, il y a ce décor, disons très... En fait, il y avait ce manichéisme faux entre une espèce de domination masculine assez facile, disons, à critiquer, et elle est critiquable, et de l'autre côté, cette ouverture d'esprit faussement, finalement, puisqu'en fait, ce désir n'est pas incarné par un vrai désir, et finalement, encore, le lumpenprolétariat et des femmes qui sont soumises à une vraie domination et une vraie misère, et c'est très intéressant parce que ça vient de quelqu'un qui, quand même, à la vingtaine, je sais pas, elle est née dans les années 2000, je n'ai pas regardé sa biographie, mais je sais qu'elle est très jeune. On sort d'une forme de conformisme par rapport à un discours qui était normal, puisqu'il fallait renverser la vapeur. Des siècles et des siècles de domination masculine, des siècles de... Mais c'est intéressant parce qu'elle essaye de creuser et de voir les choses qui sont plus troubles dans cette révolution féministe. Sean, moi je note que tu cherches toujours les livres qui déconstruisent la déconstruction. C'est quelque chose que tu adores. Non, j'adore être critique, je suis désolée, c'est mon métier. Carne de Esther Teillard aux éditions Pauvert, ça paraît le 15 janvier. Ton article dans LH de janvier, Sean, est titré Queen Kong Theory. J'ai beaucoup aimé. À mon tour, je suis heureuse et émue de vous parler d'un livre majeur qui fera date en 2025, année des 50 ans de la loi Veil, qui dépénalise l'avortement en France. Il suffit d'écouter les femmes. En fait, c'est plus qu'un livre. En 2022, l'INA, Institut national de l'audiovisuel, lance un appel à témoignages dans toute la France pour entendre des femmes ayant avorté clandestinement et des personnes, hommes et femmes, qui les ont aidées ou accompagnées de près. 79 témoignages ont été sélectionnés et ont donné lieu en 2024 à 16 semaines de tournage, des entretiens inédits avec des femmes assez âgées qui n'avaient pour la plupart jamais parlé. Entretiens tournés par des équipes exclusivement composées de femmes. Ces entretiens paraissent en libre accès sur le site de l'INA à partir du 21 janvier. Ils donnent lieu à un documentaire qui sort le même jour, à une série de podcasts et à un livre coédité par Lina et Flammarion. Ces 79 personnes, anonymes, femmes et quelques hommes, co-signent ce livre, qui est une œuvre chorale composée de témoignages oraux, émaillés de textes écrits par Annie Ernaux, Gisèle Halimi, Simone Veil, et il est mis en récit par Léa Weinstein, philosophe, autrice de plusieurs livres, dont un sur Kafka, et de trésors sonores qui ont presque tous pour fil rouge la mémoire et la transmission. Et c'est avec beaucoup de talent qu'elle met en récit toutes ces voix. On les entend, ces voix. Leurs hésitations, leurs tremblements, à l'idée de raconter ce qu'elles ont vécu et la détermination qu'elles ont à transmettre avant que leurs paroles ne s'effacent, avec la conviction que rien n'est jamais définitivement acquis en terre féministe. Ces voix, ce sont celles des femmes qui racontent les conditions de leur avortement, pour la plupart épouvantables, des avortements auxquels elles recourent très souvent sans hésiter et en ayant moins peur de la mort que des policiers, mais aussi parfois des avortements forcés, parce qu'évidemment, tout phénomène clandestin engendre des situations bricolées, dangereuses, avec leur lot d'accidents et d'agressions, de violences médicales. Ces voix, ce sont aussi celles des faiseuses d'anges, les avorteuses, dont Léa Weinstein questionne à un moment la dénomination. Pourquoi on les appelle les faiseuses d'anges? Des hommes, médecins, avocats, des maris, et puis des sœurs, des enfants qui ont parfois perdu leurs proches, leur mère, suite à un avortement clandestin. On ne dira jamais assez à quel point cette tragédie a fait du mal à ma famille, dit l'une d'entre elles. Ce que le MLAC a fait pour moi, je le rends aujourd'hui avec ce témoignage, dit une autre.
Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement, il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame et cela restera toujours un drame, déclare Simone Veil en 1974. Ces témoignages sont au passé, il a fallu attendre que cette parole soit audible, mais ils nous traversent et ils nous parlent de la condition féminine actuelle, puisqu'aujourd'hui encore, dans le monde, chaque année, 7 millions de femmes sont hospitalisées à la suite d'un avortement réalisé dans de mauvaises conditions et 39 000 y laissent la vie. Il nous parle aussi des femmes qui nous entourent, y compris en France, puisque le sentiment de honte et de paroles non écoutées fait écho aux luttes féministes encore actuelles. Certains passages de ce livre font très très mal, j'ai beaucoup pleuré en le lisant, mais contrairement à la parole habituelle « âme sensible, s'abstenir », au contraire, âme sensible, s'ouvrir, écouter, se souvenir. Il suffit d'écouter les femmes, c'est sous-titré « L'avortement clandestin par celles qui l'ont vécu », témoignage mis en récit par Léa Weinstein, Flammarion Lina, le 21 janvier 2025. Sur ces mots, je vous souhaite une année 2025 remplie de paroles marquantes, réconfortantes, de lectures renversantes, d'effractions créatives et joyeuses. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Merci. Merci. Merci Lorraine. C'était Les Voix du Livre, le podcast mensuel de Livre Hebdo présenté par Lorraine Malka. À la musique, Ferdinand Bayard. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous au podcast Les Voix du Livre et envoyez-nous des tas de cœurs et d'étoiles. À bientôt!